À l'été 2005, la fillette de 12 ans Élodie Dubois a disparu de sa chambre 3 jours avant son 13e anniversaire. Aucune fenêtre n'était cassée, aucune trace de lutte. La porte était encore verrouillée de l'intérieur lorsque ses parents ont découvert le lit vide à l'aube. 8 ans plus tard, le frère d'Élodie, en nettoyant le grenier de sa grand-mère récemment décédée, a trouvé un journal intime coincé derrière une planche de parquet mal fixée. Les pages étaient jaunies par le temps et la peur. Ce qu'il lut dans ces pages décolorées le poussa à appeler immédiatement la police et à révéler un secret si sombre qu'il secoua toute la ville. L'escalier du grenier craqua sous le poids de Antoine Dubois, comme s'il se souvenait de la dernière fois où quelqu'un y était monté. Cette personne était probablement Élodie, probablement de l'époque où elle avait 11 ans et voyait encore le grenier de sa grand-mère comme une caverne au trésor plutôt qu'un cimetière poussiéreux de meubles cassés et de décorations de Noël rongées par les mythes. L'épaule d'Antoine racla la poutre de croisement tandis qu'il franchissait l'entrée. L'air le frappa, lourd et stagnant, chargé d'une odeur de poussière, de décennies de chaleur et du parfum de lavande évaporé des sachets parfumés de sa grand-mère, depuis longtemps réduit en poudre. Marguerite Dubois il est décédé il y a 3 semaines. Soudain, dans son sommeil, il était aussi paisible qu'on pouvait l'espérer à 87 ans. Les funérailles étaient petites, avec seulement la famille, quelques voisins et Monsieur Bernard au bout de la rue, celui qui avait aidé Marguerite à porter ses courses pendant des années. Antoine était désormais seul, triant une vie de souvenirs que personne ne voulait garder, mais que personne ne voulait jeter. Il alluma la lampe torche de son téléphone. La lumière traversa la poussière, illuminant les piles de cartons marqués de l'écriture soignée de sa grand-mère. Noël 1987. Les vêtements de bébé d'Élodie. L'équipement militaire d'Henri. La poitrine d'Antoine se serra à la vue de la case du milieu. 8 ans plus tard, le nom d'Élodie le frappait encore comme un coup de poing dans les côtes. Antoine avait 26 ans maintenant. Il en avait 18 quand Élodie avait disparu. Assez vieux pour conduire. Assez vieux pour voter. Assez vieux pour protéger sa sœur. Assez vieux pour rester à la maison ce soir-là au lieu de sortir avec ses amis boire du vin bon marché derrière le supermarché. Carrefour prétendait être plus mature qu'il ne l'était en réalité. Il refoulait la culpabilité. Cette sensation, plus pesante que jamais, était gravée dans ses pensées. Le plancher craquait sous ses bottes tandis qu'il s'enfonçait dans le grenier. La plupart des cartons étaient marqués et rangés, mais dans le coin le plus éloigné, sous le toit en pente, là où l'ombre était dense, le sol paraissait inhabituel. Un panneau dépassait des autres. Pas beaucoup, à peine quelques centimètres, mais suffisamment pour laisser passer la lumière étrangement. Antoine s'agenouilla et passa ses doigts sur le bord. Le panneau était lâche, non fixé, maintenu seulement par la gravité et la poussière accumulée au fil des ans. Il glissa le bout des doigts en dessous et le souleva. Le panneau céda dans un léger gémissement. En dessous se trouvait un espace d'environ 20 cm de large, juste assez profond pour qu'une personne de petite taille puisse y cacher quelque chose qu'elle ne voulait pas voir. Et là, il y avait un journal relié en cuir rouge, plus petit que la paume de sa main. Le genre avec un petit cadenas en laiton qui n'arrêterait personne, mais qui le ralentirait. Le cuir était craquelé et durci par des années de chaleur. Le cuivre était devenu vert, mais Antoine le reconnut immédiatement. Le journal d'Élodie, celui dans lequel elle écrivait chaque soir après le dîner, était recroquevillé sur le lit, les jambes repliées sous elle, la langue au coin des lèvres, concentrée. Le journal avait disparu avec elle. Les mains d'Antoine tremblaient lorsqu'il le sortit de sa cachette. Le cuir était fragile, comme s'il allait s'effriter s'il le serrait trop fort. Il n'y avait pas de poussière sur le journal. Quelqu'un l'avait enveloppé dans une vieille taie d'oreiller avant de le cacher. Pourquoi Élodie l'aurait-elle caché dans le grenier de sa grand-mère? Quelle chance avait-elle eue? Ses doigts passèrent sur la petite serrure. Elle était cassée, le fermoir en laiton desserré. Quelqu'un l'avait forcé. Antoine s'assit sur ses talons, le journal en équilibre dans sa paume comme un être vivant qui pourrait s'enfuir s'il agissait trop vite. 8 ans d'interrogation, 8 ans de silence prudent de la part de ses parents, les yeux rougis de sa mère à l'anniversaire d'Élodie chaque mois de juillet. 8 ans de questions sans réponse,
de pistes incertaines et de policiers qui ne répondaient plus au téléphone. Et maintenant, ce journal. Il ouvrit la couverture. La première page était de l'écriture d'Élodie, l'écriture soignée d'une fillette de 12 ans, pleine de boucles et d'espacements réguliers. Propriété d'Élodie Marie Dubois. S'y retrouver, merci de le restituer immédiatement. Privé. Ci-dessous, en plus petit caractère, ce journal m'appartient, et si vous le lisez sans permission, vous êtes une personne curieuse, et j'espère que vous aurez des ennuis. Et la gorge d'Antoine se serra. C'était une fille tellement rusée. Elle avait toujours réponse à tout. Elle se trouvait toujours plus drôle qu'elle ne l'était en réalité. Elle avait toujours raison, ce qui était pire. Il tourna la page. 15 juin 2005. Aujourd'hui, c'était ennuyeux. Maman m'a fait ranger ma chambre, même si elle n'était pas en désordre. Antoine faisait encore l'idiot avec Sophie Laurent. Il pensait qu'elle l'aimait bien, mais apparemment, non, car elle riait de lui, pas avec lui. Malgré la douleur, Antoine sourit presque. Élodie n'avait jamais aimé Sophie. Il s'avéra qu'Élodie avait raison. Sophie l'avait rejeté la semaine suivant sa disparition, le trouvant trop étrange, parlant toujours de sa sœur. Il feuilleta les pages. 20 juin 2005. Monsieur Bernard a aidé ma mère à porter les courses aujourd'hui. Il était si gentil. Il m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour mes devoirs de maths. J'ai dit oui, car l'algèbre est un exercice difficile et complexe. Il a dit qu'il passerait demain après l'école pour m'aider. Antoine fronça les sourcils. Monsieur Bernard Lefebvre, professeur de mathématiques à la retraite, habitait à 4 maisons de chez lui. Il se souvenait vaguement de lui cet été-là. Grand, mince, cheveux gris, le regard bienveillant derrière des lunettes à monture fine. Toujours prêt à aider les voisins, il avait toujours le temps de réparer les clôtures ou de faire ses devoirs. Il avait été l'un des premiers à se joindre aux recherches lorsqu'Élodie avait disparu, organisant la moitié du quartier, distribuant des tracts et assurant la coordination avec la police. Les parents d'Antoine parlaient encore de lui avec gratitude, de la façon dont il avait maintenu la famille unie quand elle était en train de s'effondrer. Antoine tourna la page et trouva la dernière entrée. Une sensation de froid lui monta au ventre, sans qu'il sache pourquoi. 3 juillet 2005. Quelque chose ne va pas, mais je ne sais pas quoi. Monsieur Bernard est revenu aujourd'hui pour aider aux devoirs, mais nous ne les avons pas faits. Il a juste demandé, à quelle heure maman et papa rentrent-ils? Est-ce que je suis parfois seul à la maison? Que fais-je quand je suis seul à la maison? Le sang d'Antoine se glaça. 5 juillet 2005. J'ai retrouvé les photos. Monsieur Bernard a laissé tomber son dossier en partant, et les photos sont tombées. Des photos de moi à l'arrêt de bus, dans le jardin, à travers la fenêtre de ma chambre. Il a dit que c'était pour un projet de sécurité du quartier, mais c'était incompréhensible. Pourquoi avait-il besoin de photos de moi en pyjama pour des raisons de sécurité? Les mains d'Antoine tremblaient. Le journal semblait lourd, comme si les mots étaient écrits en plomb. 7 juillet 2005. J'ai essayé de parler des photos à ma mère, mais elle m'a dit, Monsieur Bernard est juste gentil, ne doute pas de la personne qui nous aide. Elle m'a dit que j'imaginais des choses, mais que je savais ce que je voyais, et je savais qu'il passait devant chez nous tous les jours, même sans s'arrêter. 9 juillet 2005. Il savait que je savais. Monsieur Bernard était là quand je suis rentré de l'école, assis dans la cuisine avec ma mère, buvant du café comme d'habitude. Mais quand elle est allée chercher du sucre, il m'a regardé et m'a souri. Pas un sourire aimable, mais un sourire différent. Il a dit, on devrait parler bientôt, Élodie. Rien que tous les deux, de ces photos. J'avais envie de courir, mais mes jambes ne bougeaient pas. La poitrine d'Antoine se serra, comme si quelqu'un lui serrait les côtes. L'écriture d'Élodie était maintenant brouillonne et précipitée. 10 juillet 2005. Demain, c'est mon anniversaire. Je devrais être contente, mais j'ai peur. Monsieur Bernard dit qu'il a un cadeau spécial pour moi. Il dit que c'est quelque chose qu'on doit cacher à papa et maman. Il dit que si je suis sage et que je ne fais pas de bêtises, tout ira bien.
Mais si je raconte nos conversations privées à qui que ce soit, il pourrait arriver malheur à Antoine. Le journal glissa des mains engourdies d'Antoine, s'ouvrant à la dernière page. 11 juillet 2005. Si quelqu'un trouve ce livre, je l'ai caché ici, car c'est le seul endroit qu'il ne connaît pas. Monsieur Bernard m'emmène quelque part ce soir. Il a dit que ce ne serait que pour un temps, le temps que j'apprenne à me taire. Il a dit que personne ne me croirait, car tout le monde le croyait. Il a dit qu'Antoine serait plus en sécurité si je le suivais et ne ripostais pas. Si je ne reviens pas, dis à Antoine que ce n'est pas sa faute. Dis à maman et papa que je les aime, et s'il te plaît, ne laisse pas Monsieur Bernard faire de mal à qui que ce soit. L'entrée du journal s'arrêtait là. Pas de signature, pas de dernier mot, juste le silence. Antoine était assis dans le grenier poussiéreux, le journal d'Élodie ouvert sur ses genoux, sentant le monde basculer. Monsieur Bernard, le gentil voisin, le retraité enthousiaste, celui qui avait organisé les recherches, consolé ses parents, lui avait serré la main lors de la cérémonie d'Élodie, qui habitait 4 portes plus loin, et qui était probablement chez elle en ce moment, arrosant les rosiers et lisant le journal du soir. Antoine rentra chez lui, le journal d'Élodie serré entre sa paume et le volant, ces mots brûlant dans sa tête comme de l'acide. Monsieur Bernard m'emmène quelque part ce soir. Dites à Antoine que ce n'est pas sa faute. Ne laissez pas Bernard faire de mal à qui que ce soit. Ses mains tremblaient tellement qu'il a dû s'arrêter à 2 reprises, une fois à un feu rouge près d'un supermarché. Leclerc. Une fois sur le parking de la boulangerie du Pont, où Élodie avait l'habitude d'acheter des baguettes à la crème pour son anniversaire chaque année en juillet. Les 2 fois, il était assis là, haletant, à bout de souffle, regardant les maisons et les boutiques qui avaient conservé leur aspect d'il y a 8 ans. Comme si rien n'avait changé, comme si le monde ne s'était pas fissuré et n'avait pas exposé la pourriture en dessous. Bernard Lefebvre, toujours en vie rue des Lilas, reçoit toujours le courrier tous les matins à 9 h, fait toujours signe à ses voisins et aide Madame Dubois à accent grave côté de la poubelle. Il passait encore devant la maison des Dubois tous les soirs, lors de ce qu'il appelle ses promenades, détente, s'arrêtant encore pour discuter avec le père d'Antoine de la météo, de la saison de football ou des bonnes vendanges de cette année. L'estomac d'Antoine se noie. Il ouvrit la portière et vomit sur le parking de la boulangerie. Du café, de la bile, et 8 ans d'ignorance. 8 ans à se demander si Élodie était morte dans un fossé ou vivait sous un nouveau nom dans une ville lointaine. 8 ans d'espoir et de désespoir prudent de la part de ses parents. 8 ans de côtes levées pleines de compassion et de cartes de Noël de la part de Bernard. Quand Antoine entra dans le jardin de ses parents, le soleil se couchait derrière les ormes. Rue des Lilas, la lumière dorée brille à travers les feuilles, chaleureuse et paisible, comme une carte postale de la campagne française. 4 maisons plus loin, la lumière du porche de Bernard était allumée. Antoine vit la silhouette du vieil homme passer par la fenêtre, peut-être en train de préparer le dîner, peut-être en train de planifier une promenade nocturne, peut-être en train de réfléchir à ce que pensent les monstres lorsqu'ils se font passer pour des humains. Les parents d'Antoine étaient dans la cuisine lorsqu'il entra. Son père lisait le journal à table. Sa mère remuait une sauce qui sentait le ragoût de bœuf. La scène avait ressemblé à 1000 dîners, mais maintenant, on aurait dit une pièce de théâtre, comme s'ils jouaient tous un rôle dans une histoire terminée 8 ans plus tôt. Comment se passe le ménage ? Demanda maman sans se retourner. Isabelle Dubois, aujourd'hui âgée de 51 ans, ses cheveux sont striés de gris sur les tempes et les rides autour de ses yeux n'existaient pas avant la disparition d'Élodie. Elle travaille au secrétariat de l'école primaire de Saint-Émilion, répondre au téléphone, trier le courrier, s'assurer que les enfants étaient récupérés par la bonne personne. Elle est devenue très douée pour s'assurer que les enfants étaient récupérés correctement. Bien, dit Antoine d'une voix posée et égale. Quelques vieilleries. Papa leva les yeux du rayon sport. Henri Dubois, il a une silhouette arborescente, des épaules et des bras épais, et un cou épais qui rougit lorsqu'il est en colère ou triste. Il gère une quincaillerie en centre-ville. Saint-Émilion, il connaît tout le monde dans un rayon de 50 km, peut réparer tout ce qui casse et peut casser tout ce qui doit l'être. Il ne peut pas réparer la disparition d'Élodie. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant, demanda papa. La main d'Antoine se crispa sur le journal dans la poche de sa veste. Le cuir était encore chaud,
Encore cassant à cause du temps et des secrets. Quelque chose de grave pourrait arriver à Antoine. Tout le monde croit en lui. S'il vous plaît, ne laissez pas Bernard faire de mal à qui que ce soit. Juste quelques vieilles photos, dit Antoine. Des trucs de famille. Maman sourit. Ce sourire prudent qu'elle avait arboré pendant 8 ans. Assez éclatant pour cacher les fissures, mais sans jamais atteindre ses yeux. C'est bien, fiston. J'ai tout gardé, même ton vieux bulletin. Antoine hocha la tête et se versa un verre d'eau qu'il ne voulait pas boire. Il avait la gorge serrée. Par la fenêtre de la cuisine, il voyait la maison de Bernard. La lumière du porche projetait une chaude lueur jaune sur les marches. Une maison ordinaire. Peinture blanche, volets verts, pot de fleurs remplis de dahlias que Bernard soignait chaque matin avec la patience que la mère d'Antoine attribuait toujours à un instituteur. Il m'a demandé à quelle heure mes parents seraient à la maison. Il m'a vu par la fenêtre de la chambre. Il savait que je le savais. Antoine. Sa mère le regarda, inquiète. Tu vas bien? Tu es pâle. Il se força à se concentrer. Juste fatigué. Longue journée. Papa plia le journal. Tu restes dîner? Ta mère fait assez de ragoût pour nourrir tout le quartier. S'il vous plaît, dites à Antoine que ce n'est pas sa faute. Et la poitrine d'Antoine se serra à nouveau. Toutes ces années, il avait porté la culpabilité comme une pierre dans sa poche. S'il était resté à la maison ce soir-là au lieu de boire avec Étienne Martin et Lucas Moreau, et s'il avait vérifié comment allait Élodie avant de se coucher. S'il l'avait écouté lui raconter son étrange rêve où elle se sentait observée. Elle avait essayé de le lui dire, non pas directement. Élodie ne le faisait jamais directement, mais comme le font les enfants quand ils ont peur et ne savent pas comment l'exprimer. Je crois qu'il y a quelqu'un dans ma chambre, avait-elle dit la semaine précédant sa disparition. On a déplacé des choses. Je suis juste parano, avait dit Antoine. Il n'y a personne dans ma chambre. Ma fenêtre n'était pas fermée hier. Je la ferme toujours. J'ai dû oublier. Antoine, je suis sérieuse. Et si quelqu'un me surveillait? Tu regardes trop de films d'horreur. Personne ne me surveille. Mais quelqu'un regardait. Bernard Lefebvre, il le suivait. Et Antoine avait dit à sa sœur de 12 ans qu'elle était paranoïaque. Je dois y aller, dit Antoine. Sa voix était creuse, comme si elle venait de loin. Maman fronça les sourcils. Tu es sûr? Je ne suis là que depuis 10 minutes. Non, j'ai juste besoin de réfléchir. Papa se leva et s'étira. Tu sais, j'ai vu Bernard à la poste aujourd'hui. Il a demandé de tes nouvelles. Il a dit qu'il ne t'avait pas vu depuis un moment. Le sang d'Antoine se glaça. Vraiment? C'est un brave type, dit son père. Bernard demande toujours des nouvelles de la famille. Il se sent toujours mal pour Élodie, tu sais. Il s'en veut de ne pas l'avoir trouvée alors que tout le quartier la cherchait. La main d'Antoine plongea dans sa poche pour prendre le journal. Les pages bruissaient sous ses doigts. Et elle a dit que personne ne me croyait, parce que tout le monde le croyait. Oui, dit Antoine. C'est un bon voisin. Papa hocha la tête. Les meilleures personnes du monde, des gens comme Bernard. Toujours là quand on a besoin de lui, sans jamais rien demander. Antoine s'excusa et alla aux toilettes et vomit de nouveau. À son retour, ses parents se demandaient s'ils allaient planter des jonquilles cet automne ou attendre le printemps. Une conversation normale, une vie normale, des gens normaux qui ignoraient totalement que la personne en qui ils avaient confiance, celle qu'ils invitaient aux barbecues familiaux et aux repas de Noël, était la cause de la disparition de leur fille. Antoine embrassa sa mère sur la joue, serra la main de son père et sortit dans l'air raréfié et haletant du soir. La maison de Bernard était à 4 portes. Il pouvait s'y rendre en 30 secondes, frapper à la porte, poser les questions qui le rongeaient comme des guêpes. Où est la petite fille? Qu'en as-tu fait? Combien d'autres enfants y a-t-il? Au lieu de cela, il est monté dans sa voiture et s'est rendu au poste de police de Saint-Émilion.
La réceptionniste de nuit était une policière qu'Antoine ne reconnut pas. Elle avait la trentaine, le regard fatigué, des taches de café sur son uniforme. Elle leva les yeux à son entrée, observant son visage pâle et ses mains tremblantes. « Comment puis-je vous aider ?» Antoine sortit son journal intime et le posa sur le comptoir comme une pièce à conviction au tribunal. « Je dois signaler de nouvelles informations concernant une personne disparue. Ma sœur, Élodie Dubois, a disparu il y a 8 ans. » L'expression du policier changea, devenant plus alerte. « Élodie Dubois. Je me souviens de cette affaire. Qu'avez-vous trouvé ? » Son journal intime, caché dans le grenier de sa grand-mère. Il portait le nom de la personne qui l'a kidnappé. Le policier prit un stylo. « Quel nom ? » Antoine avait mal à la gorge. Bernard Lefebvre, il vit rue des Lilas. Tout le monde pense qu'il est une bonne personne. La policière prenait des notes, mais Antoine voyait le doute s'insinuer dans son regard. La neutralité prudente dont faisaient preuve les policiers lorsqu'ils soupçonnaient une personne instable. Monsieur Dubois, Bernard Lefebvre, il a vécu dans cette ville pendant 30 ans. C'était un enseignant à la retraite, bénévole à la banque alimentaire. J'ai pensé qu'il y avait peut-être une erreur. Lis-le, dit Antoine en faisant glisser le journal sur le comptoir. Lis juste les dernières entrées. Elle l'ouvrit à contre-cœur et se tourna vers le fond. Antoine vit son visage changer à la lecture des mots d'Élodie. Le soupçon se fit plus vif, plus précis. Lorsqu'elle eut terminé, elle leva vers lui un regard différent. Il nous faudra un détective. C'est très grave, mais il faut comprendre qu'un journal intime ne suffit pas à lui seul pour obtenir un mandat d'arrêt, surtout après 8 ans. Les poings d'Antoine se serrèrent. Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai dit qu'on enquêterait. On parlerait à Lefebvre. On verrait ce qu'il avait à dire. Mais sans plus de preuves. Là, elle a tout écrit. Les photos, les menaces, la façon dont il a manipulé mes parents. Je te crois, mais la défense dira qu'une fille de 12 ans peut écrire n'importe quoi. Peut inventer. Peut se tromper sur ce qu'elle a vu. Antoine la fixa du regard. Tu crois que ma sœur a inventé son propre enlèvement ? Je pense qu'il nous faut plus qu'un journal pour condamner quelqu'un qui a été un pilier de la communauté pendant 3 décennies. Antoine reprit le journal et le serra contre sa poitrine comme une armure. Et si je trouve d'autres preuves ? Le policier plissa les yeux. Quel genre de preuves ? Je ne sais pas encore, mais s'il a enlevé Élodie, s'il l'a gardée tout ce temps, il doit y avoir quelque chose, une trace, une preuve. La femme se pencha en avant, d'une voix douce mais ferme. Je veux que tu me promettes de ne rien faire de dangereux. Si Bernard Lefebvre, aussi coupable que ce journal le suggère, il est extrêmement dangereux. Tu ne peux pas l'affronter seul. Antoine hocha la tête, mais ses doigts tâtonnaient déjà pour trouver ses clés de voiture dans sa poche. Il n'avait aucune intention d'attendre que la police décide de la crédibilité des propos d'Élodie. Bernard Lefebvre, il vivait à 4 portes de chez sa famille, la famille qu'il avait détruite. Et Antoine ne pouvait plus prétendre que c'était une coïncidence. Antoine assis dans la voiture devant le commissariat de police Saint-Émilion. 20 minutes plus tard, le téléphone était éteint, le journal d'Élodie brûlait dans sa poche. Les paroles du policier résonnaient dans sa tête. Sans preuve supplémentaire, les journaux intimes ne suffisent pas. Il était un pilier de la communauté. 8 ans. 8 putains d'années. Lefebvre était libre tandis que le visage d'Élodie apparaissait sur les affiches de personnes disparues, s'effaçant, se décollant et flottant au vent. Pendant 8 ans, Lefebvre a assisté à des réunions de surveillance de quartier, apporté du cassoulet à des familles malades et organisé des fêtes de quartier annuelles où les enfants jouaient dans des fontaines et les parents buvaient du vin dans des gobelets en plastique, tous disant avoir de la chance de vivre dans un endroit sûr. Sur point, les mains d'Antoine agrippèrent le volant jusqu'à ce que ses articulations craquent. Il rentra chez lui par des rues qui ressemblaient à des décors de cinéma. Des palissades blanches, des ormes, des porches aux lumières chaleureuses dans l'obscurité croissante. Où les gens laissaient leurs portes déverrouillées. Où les enfants roulaient à vélo jusqu'à ce que les lampadaires s'allument.
où les gens se connaissaient et faisaient confiance à leurs voisins. Où un homme pouvait kidnapper une enfant et vivre à 4 portes de sa famille brisée pendant 8 ans. L'appartement d'Antoine était un garage aménagé derrière sa maison Point Moreau au-dessus de rue des Vignes, assez près pour voir ses parents, assez loin pour ne pas avoir à voir la chambre vide d'Élodie tous les jours. Il revenait après la fac, se disant que c'était temporaire, se disant qu'il partirait quand ses parents iraient bien. Il n'irait jamais bien. Lui non plus. Antoine se versa 3 doigts de cognac, s'assit à la table de la cuisine, le journal d'Élodie ouvert devant lui, relisant ses mots, cherchant des détails qui auraient pu lui échapper. Des indices que la police ne pouvait ignorer. 5 juillet 2005. J'ai retrouvé les photos. Lefebvre a laissé tomber son dossier en partant, et les photos sont tombées. Des photos de moi à l'arrêt de bus, dans le jardin, à travers la fenêtre de la chambre. Et la fenêtre d'Élodie donnait sur le jardin. De l'angle droit, on pouvait voir directement dans sa chambre depuis la ruelle derrière la maison. La maison des Lefebvre bordait également cette ruelle. Antoine avala son cognac d'un trait, le sentant brûler sa gorge. Enfant, il avait traversé cette ruelle 1000 fois pour rentrer chez lui. Étienne Martin, se faufiler pour rencontrer sa petite amie, prendre un raccourci vers le magasin épicerie du pont des ruelles étroites et envahies par la végétation, encombré de grillages et de poubelles derrière des garages abritant tondeuses à gazon et décorations de Noël. Parfait pour quelqu'un qui veut espionner sans être vu. Parfait pour quelqu'un qui connaît l'emploi du temps du quartier, qui sait quand les parents sont en retard au travail et quand les enfants rentrent seuls à la maison. Antoine sortit une lampe de poche d'un tiroir encombré et s'enfonça dans l'obscurité. La ruelle était plus sombre que dans ses souvenirs. Les lampadaires n'atteignaient pas cette allée, seule la lumière se déversait de quelques lampes du porche et des fenêtres des chambres. Ses bottes ricochaient sur le gravier et les éclats de verre, heurtant canettes de bière et emballages de fast-food qui flottaient comme des graminées urbaines. La maison des Dubois se trouvait au milieu de la rangée, une maison de campagne française à 2 étages, peinte en blanc avec des volets bleus que son père repeignait tous les 3 ans avec une précision irréprochable. La chambre d'Élodie était au 2e étage, une pièce d'angle avec des fenêtres donnant sur la rue et la ruelle. Antoine s'arrêta juste derrière la maison et leva les yeux. Les fenêtres étaient maintenant sombres. Ses parents avaient transformé la chambre d'Élodie en atelier de couture pour sa mère, même si elle ne cousait pas. Elle restait assise là parfois, à regarder les murs, à toucher les meubles qu'Élodie avait choisis à 10 ans, lorsqu'elle avait décidé qu'elle était trop grande pour les feuilles de dessins animés. De là où Antoine se tenait, il pouvait voir directement dans la pièce, distinguant les contours du vieux bureau d'Élodie, de la bibliothèque, du fauteuil où elle lisait avant de se coucher. Si Lefebvre s'était tenu là avec son appareil photo, il aurait eu une vue parfaite d'un enfant de 12 ans se préparant pour l'école, faisant ses devoirs, s'habillant. L'estomac d'Antoine se noua. Il balaya le sol avec sa lampe torche, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui prouverait la présence de Lefebvre. Il n'y avait que des mauvaises herbes, des détritus et 8 ans de détritus. Il descendit l'allée en direction de la maison des Lefebvre, comptant le portail et les poteaux de la clôture. La maison du vieil homme était facile à repérer, le seul jardin impeccablement entretenu, l'herbe coupée en diagonale, les parterres de fleurs comme sortis d'un magazine. La maison des Lefebvre était sombre, à l'exception de la lumière du porche et de la faible lueur des fenêtres du sous-sol. Fenêtre du sous-sol. Le pouls d'Antoine s'accéléra. Le journal d'Élodie ne mentionnait pas de sous-sol, mais peu importait. Un sous-sol serait parfait pour cacher quelqu'un. Insonorisé. Privé. Sous terre, là où les cris ne porteraient pas loin. Il s'approcha en rampant, se baissant derrière la clôture. Le jardin de Lefebvre était plus grand que la plupart des autres, assez grand pour un potager, un abri de jardin et la terrasse en béton où le vieil homme s'asseyait parfois pour lire le journal du soir avec un verre de limonade. Un jardin normal, une maison normale, un monstre normal. Les fenêtres du sous-sol étaient petites, juste au-dessus du niveau du sol, laissant entrer la lumière du jour. Elles brillaient maintenant d'une faible lueur, probablement celle d'une télévision. Antoine se colla contre la clôture, essayant d'avoir une meilleure vue. La fenêtre était trop petite pour se faufiler, mais suffisamment grande pour y jeter un coup d'œil en s'approchant suffisamment.
En cas de désespoir, si une petite fille avait disparu depuis 8 ans, et un journal intime racontant qu'elle avait été enlevée par un voisin de confiance. Antoine s'apprêtait à ouvrir le loquet du portail lorsqu'une voix perça l'obscurité derrière lui. Belle soirée pour une promenade, n'est-ce pas? Antoine se retourna, le cœur battant. Bernard Lefebvre debout à 3 mètres de moi, les mains dans les poches, vêtu d'un cardigan et de pantoufles comme s'il venait de sortir pour vérifier son courrier. Ses cheveux blancs reflétaient la lumière du seul lampadaire allumé de la ruelle. Il était exactement comme il était 8 ans plus tôt. Des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture fine, un sourire tendre, ce visage de grand-père qui avait dupé toute la ville. « Antoine », dit Lefebvre d'une voix chaleureuse et familière. « Je crois que c'est toi. Qu'est-ce qui t'amène dans ce coin ?» Antoine avait la bouche sèche. Il chercha le journal dans sa poche, le serrant comme une arme. « Je me promène, dit-il. Je n'arrive pas à dormir. » Lefebvre hocha la tête avec compassion. « Je sais ce que l'on ressent. Il y a des nuits où l'esprit est agité, n'est-ce pas? Surtout quand il est chargé de pensées. » Les mots étaient suggestifs, délibérés, comme si Lefebvre savait exactement ce qu'Antoine pensait. « Tes parents ont dit que tu nettoyais le grenier de ta grand-mère, » poursuivit Lefebvre en avançant d'un pas, « tu as trouvé quelque chose d'intéressant ?» Le sang d'Antoine se glaça. Ses parents n'avaient pas mentionné le grenier à Lefebvre. Il en était certain. Ils avaient à peine évoqué la mort de Marguerite, sauf à voix basse, de peur que l'évocation de cette perte ne rouvre la blessure d'Élodie. Alors comment Lefebvre le savait-il? Juste des vieilleries, dit Antoine. Sa voix était faible, tendue. Le sourire de Lefebvre s'élargit légèrement. Toujours gentil, toujours doux, toujours le sourire de quelqu'un qui organise des fêtes de quartier et sait où sont passés tous les enfants disparus du quartier. Parfois, les vieilleries sont précieuses, dit Lefebvre. Très instructif. Mais tout ce qu'on trouve ne mérite pas d'être partagé. Certaines découvertes sont meilleures pour soi, tu ne trouves pas? Les mains d'Antoine tremblaient. Le journal brûlait sa chemise, sa peau, jusqu'à ses os. Lefebvre le savait. Inexplicablement, Lefebvre savait pour le journal. « Je dois y aller », dit Antoine en reculant vers l'entrée de la ruelle. « Bien sûr », dit Lefebvre. « Mais Antoine, si tu veux parler de ce que tu as trouvé dedans, ma porte est toujours ouverte. J'ai toujours aimé ta famille, surtout Élodie. » Son nom frappa Antoine comme un coup de poing. La voix de Lefebvre était douce, presque caressante, comme il le faisait depuis 8 ans pour Élodie. Elle était spéciale, continua Lefebvre. Si curieuse, si pleine de questions. Je me suis toujours demandé ce qui lui était arrivé. Antoine fit demi-tour et courut. Il s'élança dans l'allée, ses bottes claquant sur le gravier, sa respiration haletante au goût de cuivre et de peur. Derrière lui, la voix de Lefebvre le suivait comme une fumée. « Salut tes parents de ma part, Antoine. Dis-leur que j'arrive bientôt. » Antoine ne s'arrêta pas de courir jusqu'à son appartement. Il claqua la porte, la verrouilla, tira les rideaux. Puis il s'assit sur le canapé, serrant le journal d'Élodie contre sa poitrine, et essayant de retenir ses mains qui tremblaient. Lefebvre était au courant pour le journal, ce qui signifiait qu'il surveillait la famille Dubois depuis 8 ans, attendant des preuves, ce qui signifiait qu'Élodie était peut-être encore en vie, ce qui signifiait qu'elle se trouvait peut-être dans ce sous-sol en ce moment même, à 30 mètres de l'endroit où ses parents dormaient chaque nuit. Assez près pour entendre les enfants du quartier jouer dans le jardin les soirs d'été. Assez près pour entendre sa famille l'appeler. Antoine ouvrit à nouveau le journal et le feuilleta jusqu'à la dernière entrée. « Et si je ne reviens pas ?» dit à Antoine que ce n'est pas de sa faute. Mais c'était sa faute. Il avait balayé ses craintes, l'avait traité de folle, l'avait laissé seul la nuit où Lefebvre était venu. Et maintenant, Lefebvre le menaçait, lui rappelant que la porte était toujours ouverte, qu'il pouvait passer à tout moment, que certaines découvertes étaient mieux gardées secrètes. Antoine décrocha le téléphone, prêt à appeler la police, puis s'arrêta. Que dirait-il? Que Lefebvre était poli? Qu'il avait parlé du grenier?
Qu'il avait posé des questions sur Élodie d'une manière qui lui donnait la chair de poule? Rien de tout cela n'était une preuve. Rien de tout cela ne suffisait pour un mandat de perquisition. Mais les fenêtres du sous-sol étaient des preuves. Si Élodie était là, si Lefebvre l'avait gardée au sous-sol comme un animal de compagnie, peut-être qu'Antoine pourrait trouver des preuves que la police ne pourrait ignorer. Peut-être pourrait-il s'approcher suffisamment de ces fenêtres pour regarder à l'intérieur. Peut-être pourrait-il ramener sa sœur à la maison. Antoine attendit jusqu'à 2 heures du matin, quand le quartier était calme et que même les insomniaques les plus tenaces avaient abandonné. Il fourra alors le journal d'Élodie dans sa poche, attrapa son téléphone et sa lampe de poche, et s'enfonça dans l'obscurité. Cette fois, il ne courut pas. Antoine ne dormit pas. Il resta assis à la table de la cuisine jusqu'à l'aube, le journal d'Élodie ouvert devant lui, relisant ces mots jusqu'à ce qu'il soit gravé sur sa rétine. Une photo de moi à travers la fenêtre de la chambre. Tu sais que je sais. S'il te plaît, ne laisse pas Lefebvre faire de mal à qui que ce soit. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait l'écriture d'Élodie, âgée de 12 ans. La façon dont les lettres devenaient plus petites et plus tremblantes à chaque entrée, la façon dont la peur s'infiltrait à travers l'encre sur les pages qui avaient attendu 8 ans pour raconter leur histoire. Au matin, Antoine se sentait vide, épuisé, comme s'il avait pleuré sans larmes, pleuré sans relâche. Il prépara le café d'une main tremblante, brûla la baguette, resta à la fenêtre de la cuisine, le regard perdu dans le vide, tandis que son petit déjeuner se réduisait en cendres dans sa bouche. La maison des Lefebvre était à 4 portes de chez ses parents. Assez proche pour y aller à pied en 2 minutes. Assez proche pour apercevoir les Dubois depuis le porche. Assez proche pour observer, pour attendre, pour se souvenir. Antoine prit une douche, s'habilla et chercha à savoir quoi faire de cette journée où sa vie semblait tenir sur le fil du rasoir. Il se rendit sur le chantier en banlieue Saint-Émilion, où il était charpentier depuis 3 ans. Un travail honnête, payer les factures, s'occuper les mains. Mais ce jour-là, son esprit vagabondait. Les mesures étaient erronées. À l'heure du déjeuner, le contremaître le prit à part. « Ça va, Dubois ? Tu as une drôle d'allure aujourd'hui. » Antoine hocha la tête, mentant sur le fait d'avoir eu du mal à dormir la nuit précédente. Le contremaître était méfiant, mais laissa tomber. Antoine mangea son sandwich dans le camion, moteur tournant, la climatisation diffusant un air étouffant qui sentait la sueur et la frustration. Le journal d'Élodie reposait sur le siège passager comme un être vivant, dangereux à toucher, mais impossible à laisser sans surveillance. Et si Lefebvre venait le chercher? Et s'il s'introduisait dans l'appartement d'Antoine, fouillait ses affaires et trouvait la seule preuve susceptible de détruire sa vie parfaite? Le téléphone d'Antoine vibra, un message de sa mère. Dîner du dimanche. Papa et moi faisons griller de la morue. Et elle regarda le texte, essayant de s'imaginer assis à la table de ses parents, discutant du travail et de la météo, tandis que les mots d'Élodie résonnaient dans sa tête. Essayez d'imaginer que vous ne saisissiez pas l'épaule de votre père et que vous ne criez pas la vérité jusqu'à ce que quelqu'un vous écoute. Elle a essayé de nous le dire. Elle a tout écrit. Elle a laissé une carte pour la retrouver, et nous l'avons jetée. Antoine répondit par SMS, bien sûr, le travail est chargé. Un autre mensonge, une autre évasion, une autre brique dans le mur de silence qui entourait la disparition d'Élodie depuis 8 ans. Mais que faire d'autre? Arriver au dîner du dimanche et déclarer que Bernard Lefebvre, le voisin serviable, l'ami de confiance, était le monstre qui avait kidnappé leur fille. Ils croiraient qu'Antoine était fou. Ils appelleraient quelqu'un, suggéreraient peut-être une thérapie, le placeraient peut-être en observation, et Lefebvre entendrait. Lefebvre entendrait tout dans cette petite ville. Lefebvre saurait qu'Antoine saurait, et alors qu'arriverait-il à Élodie? Antoine rentra chez lui après le travail, sans se souvenir du chemin. Il se retrouva assis dans le jardin, le moteur coupé, le soleil se couchant derrière les ormes de la rue. Des bruits normaux s'échappèrent par la fenêtre ouverte de la voiture. Des enfants jouaient dans le jardin. La tondeuse à gazon démarra. Des chiens aboyaient au loin et le bruit de la circulation. La bande-son de la campagne française. Paisible, sur scène.
là où les monstres rôdent en plein jour. Antoine marcha jusqu'au bout de la rue, tourna dans rue des Lilas, comptant les maisons jusqu'à la maison des Dubois. La voiture des parents était garée dans la cour, la lumière du porche allumée malgré la tombée de la nuit. 4 maisons plus loin, la maison des Lefebvre ressemblait à toutes les autres de la rangée. Peinture blanche, volets bleus, pots de fleurs remplis de dahlias, drapeau français accroché au poteau du porche, la voiture soigneusement garée dans la cour. Sous le regard d'Antoine, la porte d'entrée de la maison Lefebvre s'ouvrit. Le vieil homme sortit, vêtu d'un pantalon chino et d'un cardigan, un arrosoir à la main, en direction des dahlias. Il avançait lentement, prudemment, comme un homme qui a tout son temps, qui n'a rien à cacher, qui n'est pas pressé. Lefebvre arrosait les fleurs avec l'attention qu'il devait porter à tout. Soigneux, précis, attentionné. Le genre de voisin que tout parent aimerait avoir auprès de ses enfants. Le genre de personne qui organise des fêtes de quartier, aide aux devoirs, se souviennent des anniversaires. Le genre de personnes qui prennent des photos à travers les fenêtres des chambres et font disparaître des filles de 12 ans. Lefebvre, arrosant ses fleurs, se redresse, s'étire comme si le mouvement lui faisait mal. Le geste d'un vieil homme, inoffensif et humain. Puis il se tourna et regarda Antoine droit dans les yeux. À 50 mètres de là, dans cette soirée de banlieue, leurs regards se croisèrent. L'expression de Lefebvre resta inchangée. Ni surprise, ni culpabilité, ni reconnaissance de faute. Juste un hochement de tête poli, le gentil signe de tête que les voisins échangent lorsqu'ils se croisent dans la rue. Lefebvre leva la main et fit un léger signe de la main. Le sang d'Antoine se glaça, mais il se surprit à lui rendre l'appareil. Une politesse automatique et innée s'installa avant que son esprit ne puisse l'en empêcher. Lefebvre sourit, ce doux sourire de grand-père dont Antoine se souvenait de son enfance. Puis il se retourna et rentra dans la maison, fermant la porte avec un léger clic, mais quelque peu distant. Antoine resta sur le trottoir longtemps après la disparition de Lefebvre, observant la maison, attendant que quelque chose se passe. Rien ne se passa. Les lumières étaient allumées dans le salon, puis dans la cuisine. Les bruits habituels du soir, la routine habituelle du soir. Mais Antoine ne parvenait pas à se défaire du sentiment que Lefebvre l'attendait, que le vieil homme savait qu'Antoine viendrait, qu'il attendait ce moment depuis que le journal d'Élodie était apparu dans le grenier de sa grand-mère, qu'il attendait qu'Antoine voie enfin ce que toute la ville refusait de voir. Antoine rentra chez lui alors que l'obscurité tombait point rue des Lilas comme une couverture. Le geste de Lefebvre se rejouait dans mon esprit comme une salutation entre vieux amis ou un avertissement entre ennemis qui connaissaient enfin la place de l'autre. Antoine commença à surveiller la maison Lefebvre le lendemain matin. Pas assez près pour être visible, comme quelqu'un qui passe, qui court, qui s'assoit sur un banc à l'arrêt de bus du coin avec un journal non lu. Le genre de surveillance aléatoire qui aurait semblé accidentel à quiconque y aurait prêté attention. La routine de Lefebvre était aussi précise qu'une montre suisse. Café sur le porche à 7 heures, lecture du journal du matin. Départ à la poste à 9h15. Toujours s'arrêter pour discuter avec Madame Leclerc à propos de sa rose Monsieur Dupont, directeur, à propos de la prochaine année scolaire. Faire les courses au supermarché Leclerc le mercredi, va à la bibliothèque médiathèque Saint-Émilion le vendredi, à l'église monolithe chaque dimanche matin, 3e banc en partant du premier, je serre la main du prêtre et je complimente celui qui apporte la madeleine à l'heure de convivialité. Voisin parfait, citoyen modèle. Mais Antoine cherchait maintenant des failles, attendant le moment où le masque de Lefebvre tomberait. Et il les trouva. De petites choses, de petites contradictions qui n'auraient peut-être rien signifié pour personne d'autre, mais qui étaient comme des néons pour le cerveau paranoïaque d'Antoine. La façon dont les sacs de courses de Lefebvre étaient toujours plus lourds que nécessaire pour une personne. La façon dont il faisait parfois 2 allers-retours à la voiture, transportant des sacs plastiques qui tintinabulaient comme s'ils contenaient les courses de plusieurs personnes. La façon dont il se garait toujours dans la cour plutôt que dans le garage, comme s'il avait besoin d'un accès rapide. La façon dont il ne restait jamais dehors après la tombée de la nuit, ne s'attardait pas sur le porche comme les autres voisins les chaudes soirées d'été. Et les fenêtres du sous-sol.
Antoine ne pouvait s'empêcher de les regarder. Le jour, elles semblaient normales. Des rectangles sombres encastrés dans les fondations des maisons, peut-être pour un entrepôt ou un atelier. Mais la nuit, il y avait toujours une faible lumière. Pas assez forte pour être remarquée à moins de la chercher, mais si régulière qu'Antoine se mit à chronométrer. La lumière s'allumait à 19 heures. Elle s'éteignait à 23 heures, parfois à minuit, comme si quelqu'un avait un emploi du temps régulier là-dessous, comme si quelqu'un avait un emploi du temps à respecter. Antoine a acheté une paire de jumelles au magasin d'articles de sport à Aix-en-Graves-Libourne. Dit au personnel qu'il veut observer les oiseaux. Ça paraît ridicule de le ramener, mais la paranoïa a tué la honte depuis le 3e jour de surveillance. De la fenêtre de l'appartement, Antoine peut voir le bord du jardin des Lefebvre à travers les arbres. Pas assez pour voir les détails, mais assez pour observer les mouvements, pour changer les habitudes. Jeudi soir, Antoine aperçut Lefebvre dans le jardin à 23 heures, plus tard que d'habitude. Le vieil homme transportait quelque chose, un sac ou un baluchon, de la porte de derrière à la remise. Antoine sortit ses jumelles pour mieux voir, mais Lefebvre était déjà entré dans la remise. Quelques minutes plus tard, il ressortit, les mains vides, et rentra dans la maison. Les mains d'Antoine tremblaient lorsqu'il baissa les jumelles. Que gardait Lefebvre dans la remise? Qu'était-il de si important qu'ils doivent s'en occuper à 23 heures? Vendredi matin, Antoine s'est déclaré malade sur le chantier. Le contremaître était mécontent, mais Antoine a promis de revenir lundi et a essayé de ne pas penser aux nombreux mensonges que cette enquête lui ferait encore mentir. Il a passé la journée à Aix-en-Graves médiathèque Saint-Émilion, à la recherche de l'ancienne adresse de Lefebvre. Les archives du journal ont été numérisées en 1995, et Antoine les a feuilletées, à la recherche de toute mention de Bernard Lefebvre, des disparitions inhabituelles dans les villes où il vivait. Ce qu'il a découvert lui a retourné l'estomac. Bergerac, Dordogne. Lefebvre y a enseigné de 2001 à 2003. En septembre 2002, une fillette de 10 ans nommée Clémentine Moroel a disparu de sa chambre et n'a jamais été retrouvée. L'affaire a été classée sans suite au bout de 6 mois. Angoulême, Charente. Lefebvre a enseigné de 2003 à 2005. En avril 2004, la jeune fille de 12 ans Léa Simon disparut alors qu'il rentrait de l'école à pied. Jamais retrouvée. Antoine imprima tout, les mains tremblantes à la sortie du papier. 3 filles disparues, 3 villes différentes, 3 régions différentes, un peu partout. Bernard Lefebvre. Aucune affaire n'avait fonctionné, aucune n'avait été résolue. Antoine rentra avec les empreintes gravées sur le siège passager, l'esprit en ébullition. Il ne s'agissait pas seulement d'Élodie. Lefebvre était un prédateur, un kidnappeur en série qui avait perfectionné ses techniques au fil des ans. Et il était venu. Saint-Émilion comme une araignée, trouve la toile parfaite. Cette nuit-là, Antoine ne tenait pas en place. Il arpentait l'appartement, vérifiant les serrures, surpris par le moindre bruit de la rue. À 1 heure du matin, il renonça à dormir et rentra chez lui à pied. Rue des Lilas. La maison des Lefebvre était sombre, à l'exception de la lumière du sous-sol. Rapide, apparaissant et disparaissant, mais clairement humaine. Trop petite pour être Lefebvre. Le cœur d'Antoine battait fort. Il s'approcha, se cachant derrière les voitures garées, essayant d'avoir une meilleure vue. L'ombre repassa, plus lentement. Antoine aperçut une silhouette élancée, aux cheveux longs, qui se déplaçait avec précaution, comme pour ne pas faire de bruit. Quelqu'un qui avait appris à se taire, en 8 ans. Antoine décrocha le téléphone, s'apprêtait à appeler les secours, puis s'arrêta net. Que dirait-il? Qu'il avait vu une ombre, qu'il avait observé les voisins et qu'il pensait qu'il y avait quelqu'un au sous-sol. La police penserait qu'il s'était effondré. Il l'arrêterait probablement pour harcèlement, et Lefebvre saurait qu'Antoine le suivait. Et qu'arriverait-il à Élodie? Que arriverait-il à l'ombre effrayante qui passait devant la fenêtre du sous-sol à 1 heure du matin? Antoine avait besoin de plus que d'ombre. Il avait besoin de preuves. Il devait entrer dans cette maison. Antoine se glissa dans le jardin des Lefebvre, accroupi, avançant lentement.
Le hangar dans lequel Lefebvre était entré jeudi soir était en bois, peint en blanc, assorti à la maison, et fermé par un simple cadenas. Antoine utilisa une pierre pour briser le cadenas, tremblant au bruit du métal brisé. Mais le quartier était calme, pas de lumière allumée, pas d'aboiement de chien. À l'intérieur du hangar, le faisceau de la lampe torche d'Antoine éclaira des outils de jardinage, des sacs d'engrais et des rouleaux de tuyaux d'arrosage. Le contenu du hangar était ordinaire. Mais contre le mur du fond se trouvait quelque chose qui lui glaça le sang, un classeur verrouillé, chaque compartiment soigneusement étiqueté point document. Photos. Dossiers médicaux. Antoine utilisa un tournevis trouvé sur le bureau de Lefebvre pour ouvrir le tiroir du haut. À l'intérieur se trouvaient des chemises en papier craft, chacune portant le nom d'une fille et une date. Clémentine, Léa, Élodie, et d'autres noms. Des noms qu'Antoine ne reconnaissait pas. Des smilets sur les photos de classe et de famille. D'autres filles, d'autres enfants disparus. D'autres vies que Lefebvre avait volées. Les mains d'Antoine tremblaient lorsqu'il ouvrit le dossier d'Élodie. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de photos. Élodie à l'arrêt de bus. Élodie dans le jardin. Élodie par la fenêtre de sa chambre, s'habillant pour l'école. Et au fond du dossier, une feuille de papier de l'écriture soignée de Lefebvre. Le sujet montre des signes de bonne conformité. Recommandé pour un lieu sur le 11 juillet. Les dispositions relatives à l'hébergement à long terme sont terminées. La vision d'Antoine se brouilla. Lefebvre n'avait pas pris Élodie sur un coup de tête. Il l'avait planifié depuis des semaines, peut-être des mois. Il l'avait étudiée, noté ses habitudes, préparé un endroit où la garder, prêt à la faire disparaître à jamais. Antoine photographiait tout ce qu'il y avait sur son téléphone, dossier, photos, notes de Lefebvre, preuve que la police ne pouvait réfuter. Mais en refermant le classeur, il entendit un bruit qui lui glaça le sang. La porte arrière de la maison des Lefebvre s'ouvrait. Des pas sur le béton, en direction du débarras. Antoine éteignit la lampe torche et s'accroupit derrière le classeur, tentant de se rendre invisible dans l'obscurité. La voix de Lefebvre résonna dans l'air nocturne, calme et amical. « Je sais que tu es là, Antoine. Sors, on va discuter. » Le cœur d'Antoine battait si fort qu'il était sûr que Lefebvre l'entendait à travers les murs de l'entrepôt. Il s'accroupit derrière le classeur, son téléphone serré dans sa main moite, hésitant entre courir, se cacher ou appeler à l'aide. « Je sais que tu es là, Antoine, » répéta la voix de Lefebvre. « Sors. Il n'y a rien à trouver là-dedans. » Le pouce d'Antoine plana sur l'écran du téléphone. Les photos qu'il avait prises des dossiers d'Élodie, ses classeurs, les notes minutieuses de Lefebvre, toutes les preuves prouvant que Lefebvre était un monstre. Mais Élodie était au sous-sol. Antoine en était sûr maintenant. « Je ne sais pas ce que tu fais, » continua Lefebvre d'une voix calme, mais légèrement tendue. « Mais tu empiètes sur une propriété privée. Tu dois partir. » Antoine prit une grande inspiration et poussa la porte de la grange. Lefebvre se tenait au milieu du jardin, son peignoir serré, les cheveux en bataille à cause du sommeil, mais son regard était vif et calculateur. « Tu vois des choses qui n'existent pas, fiston, » dit Lefebvre d'une voix douce mais ferme. « Le deuil peut te faire imaginer toutes sortes d'absurdités. Tu devrais rentrer. Te reposer. » Antoine brandit son téléphone et montra les photos qu'il avait prises. « J'ai ta photo de profil, le dossier d'Élodie, Clémentine Moreau et Léa Simon. » L'expression de Lefebvre ne changea pas, mais Antoine perçut quelque chose dans son regard. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu te trompes, Antoine, tu es confus. Tu te fais des idées. » « Je ne te fais pas d'idées, » dit Antoine d'une voix plus forte. « Je sais ce que tu as fait. Je sais qui tu es. » Lefebvre s'avança, levant une main apaisante. « Tu es dévasté. C'est compréhensible. Perdre ta sœur a été traumatisant, mais on ne peut pas continuer à accuser. » Un son fendit l'air nocturne. Doux mais clair. Un piano venu du sous-sol de Lefebvre. L'air qu'Élodie jouait quand elle avait le mal du pays ou la peur. Le sang d'Antoine se glaça.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Lefebvre pâlit. Je n'entends rien. Cette musique, dit Antoine en se dirigeant vers la maison. Quelqu'un joue du piano dans votre sous-sol. Lefebvre s'écarta, bloquant le passage d'Antoine. Tu te fais des idées. Il n'y a personne chez nous. Rentre chez toi, Antoine. Mais la panique était palpable. La voix de Lefebvre était aiguë, tendue. Ses mains tremblaient. Antoine se fraya un chemin vers la porte de derrière. Élodie, cria-t-il. Élodie, c'est moi. Lefebvre prit la main d'Antoine. Arrête. Tu vas réveiller tout le quartier. La musique du piano s'arrêta brusquement. Antoine s'arracha à l'emprise de Lefebvre, courut à la fenêtre du sous-sol, s'agenouilla, colla son visage contre la vitre. Le sous-sol était éclairé par une seule lampe. Antoine aperçut des meubles, un lit, un canapé, une petite kitchenette, et assise au vieux piano, une jeune femme aux longs cheveux bruns. Elle leva les yeux vers la fenêtre, les yeux écarquillés par la stupeur. Élodie, 20 ans maintenant, mais clairement Élodie. Élodie, cria Antoine en frappant sur la vitre. Élodie, c'est Jacques. Elle se leva du banc du piano et se dirigea vers la fenêtre. Ses lèvres formèrent son nom, bien qu'il ne l'entendît pas à travers la vitre. Lefebvre apparut à côté d'Antoine, l'attrapa par l'épaule et tenta de l'éloigner de la fenêtre. Il faut que tu partes, dit Lefebvre, tout calme perdu. Il faut que tu partes maintenant. Antoine lutta contre la main de Lefebvre et tendit la main vers la fenêtre du sous-sol. Laisse-moi entrer. Laisse-moi la voir. Il n'y a personne en bas, cria Lefebvre. Tu hallucines. Tu es psychotique. Mais pendant que Lefebvre parlait, Élodie apparut par la fenêtre, les mains pressées contre la vitre de l'intérieur, le visage ruisselant de larmes. Oh mon Dieu, haleta Antoine. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle, comment est-elle là? La main de Lefebvre se détendit un instant. Son visage passa par une série d'expressions. Panique, confusion, puis une sorte de soulagement. Oh non, dit Lefebvre, le ton changé. Oh non, Antoine. Je peux t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Antoine le fixa du regard. Comment ça, ce n'est pas ce que je pense? C'est Élodie. C'est ma sœur. Les mains de Lefebvre s'agitèrent, impuissantes. Je l'ai trouvée, Antoine, il y a des années. Elle était blessée, perdue. Elle ne se souvenait plus qui elle était. Je me suis occupé d'elle. Tu mens, dit Antoine. Mais Lefebvre se dirigeait déjà vers la porte de derrière, les clés tintant dans sa main tremblante. Je peux le prouver, dit Lefebvre précipitamment. Je peux te le montrer. Elle est malade, Antoine. Amnésie, lésion cérébrale. J'ai essayé de l'aider à se souvenir, mais les médecins ont dit que ce serait dangereux de la forcer. Lefebvre déverrouilla la porte de derrière, et l'histoire s'enchaîna plus vite. Elle s'est présentée chez moi un soir, presque inconsciente. Pas de papier, aucun souvenir d'où elle venait. J'aurais dû appeler la police, mais elle était si effrayée, si vulnérable. J'ai pensé que je pouvais l'aider. Antoine suivit Lefebvre dans la maison, l'esprit en ébullition. Quand? Quand est-ce arrivé? Il y a 3 ans, dit rapidement Lefebvre. Peut-être 4. Le temps devient flou quand on a affaire à quelqu'un d'aussi traumatisé. Lefebvre se dirigea vers la porte du sous-sol, parlant toujours, expliquant toujours. Les médecins ont dit que des visages familiers pourraient raviver des souvenirs, mais ils ont averti que les forcer pourrait aggraver le traumatisme. Je la protégerai, Antoine. Protégez-la pendant sa convalescence. Ils atteignirent la porte de la cave. Les mains de Lefebvre tremblaient tandis qu'il déverrouillait les serrures. Il faut être doux avec elle. Ne la pousse pas trop fort. N'essaie pas de lui rappeler trop de choses à la fois. Les serrures s'ouvrirent une à une. Antoine, dit Lefebvre d'une voix brisée.
Tu ne comprends pas. Je l'ai sauvée. Je l'ai protégée. Elle était mourante quand je l'ai trouvée. Morte, seule et effrayée. Je lui ai donné un foyer. Je lui ai donné de l'amour. Je lui ai donné tout ce dont elle avait besoin. Le dernier verrou s'ouvrit. L'histoire de Lefebvre s'effondra, et il le savait. Je ne voulais pas que ça dure aussi longtemps, murmura Lefebvre. Mais elle est si blessée, si brisée, et elle est heureuse ici, en sécurité. Je ne peux pas supporter de la renvoyer dans le monde qui l'a blessée. Lefebvre ouvrit la porte de la cave. Tu dois comprendre, dit-il, les yeux remplis de larmes. Je l'aime maintenant comme une fille, comme un membre de ma famille. Tout ce que je fais, c'est la protéger de ceux qui l'ont trahi la première fois. Antoine bouscula Lefebvre et dévala l'escalier de la cave. Élodie se tenait là, les mains jointes sur la poitrine, levant vers lui un regard mêlé d'espoir et d'horreur. « Antoine » murmura-t-elle. Derrière elle, la voix de Lefebvre se brisa. « Je ne suis pas un monstre. Je ne suis pas ce que tu crois. C'est juste que, je ne pouvais pas la laisser partir. Je ne pouvais pas laisser le monde la blesser à nouveau. » Antoine serra Élodie contre lui, la sentant trembler contre sa poitrine. Au-dessus d'elle, il vit Lefebvre debout dans l'escalier, craquant enfin, disant enfin la vérité. « Je l'ai protégée » sanglota Lefebvre. 8 ans, je l'ai protégée. Ça doit avoir une signification. Ça doit avoir de l'importance. Antoine serra sa sœur fort, décrocha le téléphone et appela les secours. Le cauchemar était enfin terminé. Antoine serra Élodie contre lui, sentant sa petite taille, sa fragilité, comme si 8 années de captivité l'avaient réduite à l'état d'os d'oiseau et de souffle chuchoté. « Tout va bien » murmura-t-il dans ses cheveux, les mots qu'il rêvait de prononcer depuis 8 ans. « Tout va bien, Élodie. Je suis là. Je t'ai trouvé. » Elle leva les yeux vers son visage, la main tremblante en lui touchant la joue, comme si elle ne le croyait pas. « Tu as grandi » dit-elle d'une voix brisée par le désuétude et les larmes. « Mais tu as l'air différent. » La gorge d'Antoine se serra. Élodie aussi était différente. Toujours le visage de sa sœur, mais décharné autour des yeux, prudent comme quelqu'un qui apprend à se taire, invisible, reconnaissant pour un peu de gentillesse. En haut, Lefebvre cessa de sangloter. Antoine l'entendit bouger sur le sol de la cuisine. « Il faut y aller » dit Antoine en attrapant le téléphone. « J'appelle la police. » Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent, paniqués. « Non » murmura-t-elle. « Il entendra. Il n'aime pas que je fasse du bruit. » Ces mots frappèrent Antoine comme un coup de poing. 8 ans de conditionnement. 8 ans à apprendre à craindre le son de sa propre voix. « Il ne peut plus te faire de mal » dit Antoine. Mais tout en parlant, il entendit les pas de Lefebvre s'approcher de la porte du sous-sol. Antoine composa le 112, ses doigts tremblants sur l'écran. « 112, quelle est l'urgence ? » « J'ai retrouvé ma sœur, » dit Antoine, la voix brisée. « Élodie Dubois. Elle a disparu depuis 8 ans. Je suis au 247. Rue des Lilas. Le kidnappeur est là. » « Tu veux dire Élodie Dubois ? La fille disparue en 2005 ? » « Oui, elle est vivante. Elle est au sous-sol. Bernard Lefebvre, faites entrer tout le monde. » À l'étage, la porte du sous-sol claqua. Le déclic de la serrure résonna dans l'escalier comme un coup de feu. Élodie frissonnait à chaque déclic, se serrant plus près d'Antoine. « Il nous enferme » murmura-t-elle. Antoine essaya la poignée, sachant que c'était inutile. Lefebvre les avait enfermés tous les deux au sous-sol avec Élodie, comme une réunion de famille tordue qu'il aurait contrôlée. « La police arrive » dit Antoine à l'opératrice. « Mais nous sommes enfermés au sous-sol. Le suspect nous a enfermés. »« Attendez, monsieur. L'équipe est à 3 minutes. » 3 minutes. Antoine parcourut du regard le sous-sol, la prison d'Élodie depuis 8 ans. Comme Lefebvre l'avait dit,
Il était meublé comme un studio, un lit, une kitchenette, des étagères remplies de romans, une télévision accrochée au mur. Tout ce dont on a besoin pour survivre. Sauf la liberté. Il l'a rendu beau, dit Élodie en suivant le regard d'Antoine. Il a dit qu'il voulait que je sois à l'aise. Il a dit que le confort était important pour la guérison. Les poings d'Antoine se serrèrent. Élodie, tu sais que ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Tu sais qu'il t'a kidnappé. L'expression d'Élodie était confuse, conflictuelle. Il m'a sauvé, dit-elle, mais sa phrase semblait répétée. J'étais en danger à la maison. Il m'a protégé. 8 ans de lavage de cerveau. 8 ans à s'entendre dire que l'emprisonnement était le salut, que l'isolement était une protection. Au-dessus, la voix de Lefebvre parvint de la porte. Élodie, ma chère, il faut que tu m'écoutes. Instinctivement, Élodie regarda l'escalier, tel un chien qui écoute son maître. Non, dit Antoine en lui prenant la main. Ne l'écoute pas, mais Lefebvre parla, sa voix emplie de cette douce autorité dont Antoine se souvenait de son enfance. Antoine ne comprend pas ce qui nous attend ici. Il ne comprend pas combien je tiens à toi, combien nous tenons l'un à l'autre. Le visage d'Élodie se décomposa. Il a peur, dit-elle. Il ne veut blesser personne. Parfois, il est juste perdu. Antoine regarda sa sœur, constatant que Lefebvre avait complètement déformé sa réalité. Élodie n'a pas seulement le syndrome de Stockholm. Elle croit sincèrement que Lefebvre est son protecteur, qu'Antoine est une menace. Et Élodie, dit doucement Antoine. Te souviens-tu avoir tenu un journal avant de disparaître? Elle fronça les sourcils. Un journal? Un journal relié en cuir rouge, où tu écrivais que tu avais peur, que Lefebvre te prenait en photo à travers la fenêtre de ta chambre. Élodie secoua la tête. Je ne me souviens pas. Bernard disait que je faisais des cauchemars, des pensées paranoïaques. Il m'a aidé à les surmonter. La voix de Lefebvre résonna à nouveau à travers la porte. La police va vouloir nous séparer, Élodie. Ils vont essayer de te convaincre que ce que nous avons est mal. Mais tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Tu sais combien je t'aime. Les sirènes de police retentirent au loin, se rapprochant. La respiration d'Élodie s'accéléra. Ils vont m'emmener, dit-elle. Ils vont m'enfermer à l'hôpital. Bernard l'a dit. Non, dit fermement Antoine. Ils te ramènent chez tes parents. Dans ta vraie famille. C'est ma famille, dit Élodie, les larmes aux yeux. Bernard est ma famille. C'est le seul qui ne m'a pas abandonné. Ces mots le blessèrent profondément. Antoine se souvint de chaque fois qu'il avait repoussé Élodie, de chaque anniversaire manqué, de chaque instant où il avait préféré sa vie à la protection de sa sœur. Je t'ai quitté, dit Antoine, la voix brisée. Je t'ai laissé tomber, mais je suis là. Je ne repartirai pas, les klaxons s'intensifièrent, d'autres voitures s'arrêtèrent devant. Antoine entendit le claquement des portières, la voix impérieuse. La voix de Lefebvre à travers la portière était désespérée maintenant. Ils ne nous comprennent pas, Élodie. Ils ne comprennent pas ce que nous avons construit ensemble. Mais tu sais, n'est-ce pas? Tu sais combien nous sommes bons. Des pas lourds à l'étage. La police est dans la maison. Bernard Lefebvre, ici la police. Nous avons des ordres. Sortez les mains exposées. La porte du sous-sol claqua lorsque quelqu'un essaya la poignée de l'extérieur. On est en bas, cria Antoine. Élodie Dubois est en bas. D'autres voix, une radio d'urgence, puis le bruit d'outils électriques, la police coupant la serrure de Lefebvre. Élodie se serra contre Antoine, tremblante. Je ne veux pas partir, murmura-t-elle. Je veux rester ici. C'est chez moi. La porte s'ouvrit brusquement. Des lampes torchées traversèrent le sous-sol comme des phares. Des policiers en tenue tactique dévalèrent les escaliers. Élodie Dubois, la première policière, une femme, parla doucement au milieu du chaos. Élodie,
Je suis officier Claire Martin. Je suis en sécurité. Élodie s'adossa au mur. Je veux Bernard, dit-elle. Où est Bernard? Il est en état d'arrestation, dit l'agent Martin. Élodie, tu te souviens de ta famille? De tes parents, Isabelle et Henri Dubois. Élodie semblait confuse, perdue. Bernard et ma famille. Le cœur d'Antoine se brisa à nouveau. Lefebvre avait volé plus que le corps d'Élodie. Il avait volé son esprit, ses souvenirs, sa compréhension de qui elle aurait dû être. Plusieurs policiers se sont précipités au sous-sol, prenant des photos et recueillant des preuves. L'espace qui avait été le monde d'Élodie pendant 8 ans était désormais une scène de crime. Il faut les emmener tous les deux à l'hôpital, a déclaré l'agent Martin. Élodie a besoin d'une évaluation médicale, et Antoine, tu dois faire une déclaration complète. Tandis qu'ils emmenaient Élodie en haut de l'escalier, elle a regardé le sous-sol. C'est ma maison, a-t-elle dit doucement. Antoine passa un bras autour de ses épaules. Ta vraie maison est à 4 portes, dit-il. Tes parents t'attendent. Ils n'arrêtent jamais d'attendre. Dehors, Bernard Lefebvre était assis à l'arrière d'une voiture de police, les mains menottées dans le dos. En voyant Élodie, son visage s'est brisé. Je t'aime, a-t-il crié par la fenêtre. Tout ce que je fais, c'est parce que je t'aime. Élodie s'arrêta, regardant Lefebvre avec confusion et une pointe de tristesse. Je sais, dit-elle doucement. Et Antoine comprit que le plus dur n'était pas encore fait. Retrouver Élodie n'était que la première étape. Il fallait maintenant trouver un moyen de la ramener chez elle. 6 mois plus tard, Antoine était assis dans le salon à accent grave hôpital psychiatrique de Bordeaux, regardant Élodie travailler sur un puzzle. Ses mains étaient plus fermes maintenant, ses yeux plus brillants. Le médecin disait qu'elle allait mieux. Je me suis souvenu de quelque chose hier, dit Élodie sans lever les yeux des pièces. À propos d'une fête pour mes 13 ans, celle que je n'ai jamais faite. La gorge d'Antoine se serra. Oui, j'allais aider à la décoration, mais tu es sorti au lieu de rester à la maison. La voix d'Élodie était égale, sans accusation. J'étais en colère contre toi. Je suis désolé, dit Antoine pour la 100e fois. Élodie le regarda vraiment. Je sais que tu es désolé. Mais Antoine, mieux vaut être en colère contre toi que d'oublier que tu as existé. Elle se retourna vers le puzzle. Le médecin dit que je pourrais bientôt avoir des visites surveillées, pour voir mes parents. Ils apprécieront, dit Antoine. Ils attendent toujours. Élodie hocha la tête. Bernard disait toujours qu'ils étaient passés à autre chose, qu'ils étaient plus heureux sans moi. Bernard a menti sur beaucoup de choses. Je sais, dit Élodie en rassemblant les pièces du puzzle. Mais il n'a pas menti sur tout. J'étais invisible à la maison. Je me sentais oublié. Antoine regarda les mains minutieuses de sa sœur, concentré sur la simple tâche de rassembler les pièces. Tu ne seras plus invisible, dit-il. Élodie sourit, le premier vrai sourire qu'Antoine lui avait vu depuis qu'il l'avait trouvé au sous-sol. Je sais, dit-elle. Parce que maintenant tu peux me voir. De l'autre côté de la fenêtre de l'hôpital, la neige tombe sur un monde qui se souvient enfin du nom d'Élodie Dubois. Bernard Lefebvre. Après avoir purgé 3 peines de prison à perpétuité consécutive, Élodie apprend à se souvenir de qui elle était. Et Antoine apprend que parfois, retrouver quelqu'un n'est que la première étape pour le ramener à la maison.